Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal et au Forum digital de l'agencement 2021. Nous allons parler avec mes trois invités de l'atelier 4.0. L'idée, c'est d'optimiser le travail, c'est d'accroître la productivité, d'automatiser, d'aller voir ça sur toutes les facettes de l'entreprise, de s'adapter facilement au changement des besoins du client et de développer à terme des machines qui s'adaptent et apprennent toutes seules. Donc, on va voir avec vous comment ça se passe. Pour en parler, Régis Blandin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de 2020 Technologies. Tout à fait. Petite présentation de 2020 Technologies. Nous sommes éditeurs de logiciels présents dans le monde entier. Nous avons plusieurs solutions dédiées au métier de l'agencement, de la cuisine et du retail. Voilà, pour faire court. En face de vous, Christophe Chenu, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, directeur général de Bloom France. Exact. Bloom, normalement, on ne présente pas, mais je vais vous demander de présenter. Oui, quand même. Bloom est une entreprise autrichienne spécialisée dans la fabrication des ferrures. On est présent, comme 2020 Technologies, dans 120 pays dans le monde. Et on a 8500 collaborateurs répartis dans le monde entier. Et à côté de vous, monsieur Lionel Chatin, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur commercial système chez Bies. Et Bies, je vais vous demander de nous présenter également. Bies, donc c'est une société italienne de 4000 personnes, donc fabricant de machines-outils pour l'industrie du bois, deuxième transformation du bois. Et puis, donc moi, je fais partie de la filiale française où nous sommes 110 salariés. Et donc, nous installons les machines et les moyens partout en France. Alors, puisque vous faites de la machine, vous devez en savoir un petit peu plus que nous, enfin en tout cas que moi, sur l'atelier 4.0. On parle d'atelier, on parle d'industrie, on parle d'usine 4.0. Ça veut dire quoi ce 4.0 ? Cet atelier 4.0, c'est quoi ? L'atelier 4.0, en fait, c'est une nouvelle façon d'organiser les moyens de production. Donc, en fait, c'est à la frontière entre la gestion du virtuel et la gestion de l'atelier. Tout ça pour en finalité arriver à une gestion quasiment du lot unique de fabrication et de la personnalisation pour le client final. Donc en fait, c'est toute la gestion informatique transversale et après organisationnelle dans les ateliers. C'est quelque chose, on va dire c'est de l'intelligence, c'est plus d'intelligence ? C'est peut-être pas plus d'intelligence, mais c'est quelque chose de beaucoup plus structuré et qui permet d'amener de la chaîne de départ, de la commande jusqu'à la livraison, quelque chose qui se passe, on va dire, sans anicroche, que tout soit bien défini dès le départ pour que lorsque c'est livré chez le client, monté, installé, qu'il n'y ait pas de reprise ou de retouche. Est-ce que tout le monde est concerné par l'industrie 4.0, enfin par l'atelier dans le secteur dont on parle aujourd'hui, celui de l'agencement? Est-ce que toutes les entreprises qui ont à travailler, tous les intervenants sont concernés par cet atelier 4.0 aujourd'hui? Bien sûr, parce que de toute façon, quel qu'il soit, l'entreprise va gérer une commande à un moment et une livraison. Donc, quel que soit le type de production, ou si ce n'est pas de la production mais de la sous-traitance, mais qu'il faille à un moment quand même poser et gérer. Donc on est obligé, oui, de gérer tout ça de A à Z de la même façon. Oui. Alors, je vais vous demander chacun dans votre secteur, déjà de nous redire dans quel secteur vous intervenez, puis à quel moment vous intervenez dans la chaîne, et je vais vous demander à chacun d'entre vous ce que ça représente, l'atelier 4.0. On commence, Mathieu, par vous, Bloom. Alors, nous, on est à la fois dans la conception de base, dans l'élaboration du produit, en intégrant nos quincailleries, mais on va plus accompagner au niveau de 4.0 l'agenceur sur la mise en œuvre sur le chantier. On le verra tout à l'heure sur les logiciels qu'on a développés et les assistances qu'on a développées pour le poseur. Notre accompagnement, il se fait vraiment tout le long, et aussi en partenariat avec les fabricants de machines et les fabricants de logiciels, de manière à ce que nos quincailleries soient le plus facilement intégrables possible. Dans le bâtiment, la construction, qui est un secteur que je connais bien, on parle de BIM, de modélisation. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est transposable dans le secteur de l'agencement ? Et si oui, quel nom ça porte et qu'est-ce que ça représente ? Oui, ça peut l'être dans le secteur de l'agencement, mais on va plus mettre un format BIM sur un mobilier, par exemple, et on ne va pas aller définir la quincaillerie qui est derrière la porte ou à l'intérieur du meuble.
on va plutôt travailler l'aspect esthétique. Vous avez du BIM, par exemple, sur des lampes dans le bâtiment ou sur des canapés ou des choses comme ça. On n'est pas encore sur le détail de la quincaillerie qu'on va intégrer dedans, quoi. De votre côté, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire Atelier 4.0? Alors pour nous, on est vraiment dans le vif du sujet parce que c'est notre activité principale avec le logiciel. En France, on travaille principalement avec des artisans, des sociétés de moins de 10 personnes pour la plupart. C'est quasiment 85% de notre marché, du marché français de l'agencement quand même. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle surtout d'atelier 4.0 et pas d'usine 4.0 parce que finalement l'industrie de l'agencement du meuble en France est quasiment inexistante par rapport aux autres pays européens comme l'Italie ou l'Allemagne. Voilà, nous on a plus affaire à des petites entreprises, qui sont beaucoup plus nombreuses, mais qui sont beaucoup plus nombreuses en fait. D'où cette nuance entre atelier et usine. Exactement, et aujourd'hui c'est vraiment là où on essaye de, aussi bien avec BS et Bloom, d'amener des solutions qui leur permettent de mettre en œuvre facilement sur des petites structures cette solution d'atelier 4.0 qui leur permet d'accroître leur productivité à moindre coût. C'est quoi la différence entre un atelier 4.0 et une usine 4.0 ? C'est la taille. C'est la taille, mais est-ce que ça demande plus de flexibilité? Est-ce que ça demande plus de facilité pour les personnes? Est-ce que c'est moins automatisé? J'ai envie de vous dire, moi, que entre une usine 4.0 et un atelier 4.0, c'est surtout la mise en œuvre qui va être différente. C'est-à-dire que l'avantage d'un atelier 4.0 qui est une structure plus petite aura plus de facilité au changement. Tandis qu'une usine 4.0, lorsqu'ils vont mettre des choses en place, qui sont déjà en place, qu'il faut les modifier, ça prend beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus facile finalement. C'est beaucoup plus facile. C'est plus facile. Alors, c'est facile, oui et non. Il y a quand même des difficultés parce que c'est nouveau pour eux, mais ils sont quand même plus de facilité à aller vers ça, car c'est vraiment pour eux des points d'amélioration de leur quotidien qui est important. Voilà. On a affaire à des gens quand même qui ont déjà une connaissance des systèmes, qui sont pas ou pas. Non, on peut passer directement Vous avez des clients. Nous, on a des clients qui n'ont pas d'outils informatiques du tout, qui n'ont pas de logiciel ou qui n'ont pas. Alors forcément, pour eux, c'est. Pour le coup, c'est une bascule importante. C'est un grand pas à faire. C'est un grand pas, mais ils s'y mettent parce qu'ils voient très bien que leurs confrères s'y mettent et que c'est une mode et que s'ils s'y mettent pas, ils sont plus à la page et que en dehors de la mode, qu'est-ce que ça m'apporte? Ce qu'on peut peut-être dire aussi en complément de ce qu'a dit Régis, la différence entre une usine et un atelier, c'est que l'usine va faire de la série. Aussi. Ça peut être de la série de production ou de sous-traitance, alors qu'un atelier va plutôt faire du sur-mesure. Et dans l'agencement, on est vraiment dans le sur-mesure où on va faire un jour un hôtel, le lendemain ça peut être un magasin, après ça peut être une cuisine. On va avoir des chantiers qui sont complètement différents. Et c'est en ça où on va définir une frontière, on va dire, entre une usine et un atelier, quoi. Et de votre côté, alors, cet atelier 4.0? Oui, justement, en fait, là, mes deux collègues là ouvrent très bien le débat, puisque effectivement, le 4.0, effectivement, c'est Industrie 4.0 à la base, mais effectivement, maintenant, on est sur l'atelier 4.0 et c'est clairement ouvert en France par rapport à ça. C'est-à-dire que de plus en plus, on parle de petites structures, comme l'a dit Régis tout à l'heure, et ces petites structures vont s'équiper comme un industriel. Alors évidemment avec des moyens que Bies a conçus en fonction de la dimension de la société, mais justement pour arriver à faire, comme l'a dit aussi à l'instant Christophe, de faire du sur-mesure et du lot unitaire. Donc c'est là où justement les interactions là, de nous trois sont tout à fait dans cette mouvance. C'est un des avantages de l'atelier 4.0, c'est de pouvoir travailler sur le sur-mesure, sur l'objet unique. Oui. C'est d'apporter de la flexibilité, en fait, tout simplement, quoi. Et c'est vrai qu'en termes des moyens, si moi je parle principalement des moyens industriels, effectivement, il y a quelques années, on ne voyait que chez les industriels de la mécanisation, alors que ça soit des robots, que ça soit des portiques de manutention et choses comme ça, on ne voyait ça que chez les industriels. Et de plus en plus, maintenant, ça redescend en cascade chez des petites structures de 10-15 personnes qui commencent à s'automatiser, et tout ça pour gagner en flexibilité,
pour éviter le temps perdu, parce que aussi c'est lié avec aussi une pénurie de main-d'œuvre, donc il faut qu'on mette la valeur ajoutée là où on en a besoin, c'est-à-dire qu'on ne passe pas du temps à bouger des panneaux inutilement, autant le faire avec un système automatique, et que la personne qui est dans l'atelier fasse la vraie valeur ajoutée, et du coup tout ce qui est annexe de manutention, ça soit fait par des systèmes automatiques. Donc tout ça, ça redescend vraiment en cascade sur les petites structures, et nous on le voit en termes de chiffre d'affaires, puisque sur 12 mois glissants, sur tous ces systèmes de manutention, on a une croissance de 50%. Donc on est vraiment là sur la pente montante. Voilà, là, c'est l'intérêt. Hein. Mon intérêt à moi, agenceur, c'est de passer pour augmenter mon chiffre d'affaires. C'est ça que j'ai compris. Augmenter le chiffre d'affaires, mais faut éviter de dégrader les marges. Parce Ouais. que ça veut dire qu'à un coût identique, si mon opérateur ne fait que de la valeur ajoutée et pas dans un atelier en train de bouger une palette ou un panneau pour mettre sur la scie à panneau, si c'est un système automatique qui vient amener le panneau et puis l'opérateur est là pour récupérer les panneaux et les dispatcher, les remettre sur une autre machine, on va vraiment faire que le salarié va faire vraiment les opérations de valeur ajoutée, de conception du meuble, et non pas de manutention, puisque ces manutentions, c'est toujours difficile à chiffrer dans un devis ou des choses comme ça. Donc, on est vraiment là dans cette idée-là, quoi. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça passe par des évolutions de structure chez nos clients agenceurs, par la création d'un bureau d'études qui n'existait pas avant. On n'avait pas de bureau d'études, c'était souvent le patron qui, dans sa tête, imaginait le chantier, imaginait la conception, et puis il arrivait à l'atelier et il disait « bon ben voilà comment on va faire ». Et aujourd'hui, grâce à ces créations de bureaux d'études et grâce à l'apport des outils informatiques, on arrive justement à conceptualiser ça, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, les agencements sont devenus de plus en plus complexes. On n'est plus sur une table qu'on va poser au milieu d'une pièce. Il y a toute une ambiance à créer. Et pour l'agenceur, c'est très complexe de s'imaginer tout ça. Et grâce au logiciel, il va simplifier la vie et il va simplifier tout son cursus de production et d'installation après derrière, quoi. Oui, alors c'est vrai que la création de bureaux d'études est une chose, mais bon, on a encore évidemment des patrons qui sont sur des petites structures qui continuent à faire office de bureaux d'études parce qu'ils sont tout seuls, mais ils y viennent aussi en fait à l'atelier 4.0 car ils ont des problématiques de recrutement, c'est-à-dire de trouver du personnel qualifié. En ce moment, par exemple, moi j'ai beaucoup de clients qui me demandent où ils peuvent trouver des gens qualifiés pour l'atelier, pour utiliser les logiciels. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour travailler sur le 4.0, il faut quand même aussi du personnel qualifié. Complètement. Mais aujourd'hui, c'est un peu le souci, justement. Je pense qu'il y a un problème au niveau des... Il y a une mauvaise image du menuisier agenceur. On croit encore qu'il y a une grosse demande. Il a le crayon sur l'oreille, alors que quand on découvre toutes ces commandes numériques qui peuvent être dans un atelier, enfin, les logiciels qui tournent dans les bureaux d'études, c'est plus du tout le même métier. En 10 ans, il y a eu un pas en avant qui a été fait qui est colossal. Et je pense que justement, pour attirer ces jeunes, il faut qu'on montre plus cette image-là. Alors, soit on fait monter en compétences, et il y a des centres de formation pour ça, mais très peu. Soit on essaye de recruter, et là aussi, il y a peu de recrues. C'est exactement aussi pour ça qu'ils y passent. C'est qu'en fait, le fait de passer à l'atelier 4.0, ça leur permet d'avoir une offre pour des apprentis, pour venir dans un atelier qui est intéressant pour eux, pour faire une formation à long terme. Chose qui ne sera pas intéressant pour eux s'ils ne sont pas équipés de commandes numériques ou d'outils qui sont plus dynamiques pour des jeunes qui commencent le métier, quoi. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, c'était là où, en fait, ce que je disais un peu au tout départ, en fait, on est là dans la convergence entre le monde virtuel ou la conception numérique et la fabrication dans l'atelier. Donc là, on est vraiment au cœur du problème, et tout ce que vient de dire Régis est tout à fait vrai, hein. C'est vraiment la problématique, et je pense, alors ça c'est une idée, hein, mais que l'accélérateur a été vraiment depuis l'effet Covid, puisque forcément il y a beaucoup de gens qui ont, alors si on reprend le feedback de l'an dernier, au mois de mars, carrément la France s'est arrêtée, mais malgré tout il y a encore des patrons qui avaient des commandes à honorer, donc du coup ont voulu travailler, mais se sont rendus compte que où leurs moyens n'étaient pas efficaces. Alors par exemple, ils pouvaient très bien, je sais pas, avoir un logiciel de dessin 2020, mais pas
interaction avec l'atelier, c'est-à-dire pour transférer des fichiers d'usinage ou des choses comme ça. Donc effectivement, il faut avoir toute cette liaison transversale qui va permettre justement de gagner en efficacité, en productivité et du fait aussi du manque de ressources, de moyens, il faut vraiment, comme je disais tout à l'heure, utiliser les gens là où on en a besoin et pas à faire des tâches, entre guillemets, je ne vais pas dire inutiles, mais sans valeur ajoutée, ce que je disais tout à l'heure. Alors, on va voir justement à quoi va ressembler cet atelier, cette fois-ci en termes techniques. Et on va faire un petit peu l'ensemble de la chaîne avec vous trois. Et je vais commencer avec 2020, donc pour... si j'ai bien compris, un bon chantier, ça démarre par une bonne compréhension des besoins, c'est ça? Exactement. Et comment vous, 2020, vous aidez à bien traiter la demande? Alors nous, on va dire que notre proposition pour les agenceurs, pour les accompagner vers l'atelier 4.0 se passe par plusieurs étapes en fait, peut passer par plusieurs étapes. On a défini trois étapes en fait, qui vont être la première qui est la vente, la deuxième la conception et la troisième la partie mise en production vers des commandes numériques. Donc aujourd'hui on commence principalement tout simplement par la vente parce un bon chantier démarre par une bonne vente, tout simplement, avec un besoin du client qui a été correctement compris et sur lequel on peut s'assurer une bonne mise en production derrière sans erreur. Donc nous on propose un outil pour commencer sur l'aide à la vente qui s'appelle 2020 Design, donc qui permet tout simplement de faire la conception à partir de catalogues qui sont déjà intégrés dans le logiciel, aussi bien pour de la cuisine, du dressing ou du meuble meublant, donc avec des choses qui sont en fait pas figées, qui sont sur du paramétrique, donc qui permettent sur de la 3D, ce qui est important, de pouvoir modifier des objets et de pouvoir les présenter à un client final et du coup de pouvoir lui présenter un devis. Et donc à partir du moment où on a correctement défini l'espace dans lequel on va travailler et le produit qu'on va lui proposer avec les bons matériaux, ça nous permet tout simplement déjà d'avoir un besoin qui est clair pour être transmis à l'atelier. À partir de là, on a une deuxième étape qui va être l'outil de CAO qui est avec 2020 CAD, donc lui qui est capable de récupérer évidemment tout ce que l'on a fait dans le projet d'aide à la vente, dans 2020 Design, et dans lequel on va venir en fait ajouter des informations techniques de mise en production qui vont être par exemple tout ce qui est quincaillerie, parce que dans l'outil d'aide à la vente, on ne va pas définir toutes les quincailleries, il n'y a aucun intérêt. Voilà, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Non, parce que dans l'aide à la vente, l'objectif c'est de faire un devis rapidement. Sans y passer des heures pour que le client puisse tout simplement visualiser rapidement ce qu'il va acheter. Une fois que c'est validé, évidemment, on passe sur une autre étape où on va vraiment valider les données techniques. Et ce qui est important ici, c'est de savoir exactement où on doit positionner chaque quincaillerie, chaque élément et définir exactement tous les usinages en fait, pour la mise en production. Ce qui nous permet en fait, après derrière d'avoir des listes de quincailleries, donc de savoir exactement ce dont on a besoin à acheter ou à vérifier dans nos stocks pour ce projet-là. Ça nous permet de définir les besoins en panneaux et ça nous permet d'avoir donc avec des listes de débits, des nomenclatures, des plans avec cotation, donc aussi bien pour l'atelier ou la pose. Après derrière, ce sont des documents qui restent importants. Et on va avoir ensuite, une fois que c'est validé, une dernière étape qui va nous permettre d'envoyer la totalité du projet directement dans 2020 CAM, qui est la dernière brique en fait pour le client et qui lui permet de faire l'optimisation de débit, donc du coup d'envoyer vers des CBS par exemple son optimisation et de créer les programmes aussi d'usinage pour les centres d'usinage, donc pour pouvoir faire tous les perçages nécessaires et au bon endroit évidemment pour que ça puisse s'assembler correctement derrière. Donc en fait une offre qui correspond aux 3 étapes nécessaires avant de mettre en fabrication. C'est ça, et les 3 logiciels sont indépendants les uns des autres, c'est-à-dire que c'est pour ça que je disais on accompagne nos clients dans la mise en œuvre vers l'atelier 4.0 parce qu'ils ne sont pas obligés d'acheter les 3 logiciels d'un coup, ils peuvent très bien commencer par le 2020 Design juste pour commencer par la vente en fait au départ, et c'est ce qui met déjà le pied à l'étrier, et à partir de là ça leur permet d'aller petit à petit de plus en plus loin dans la maîtrise de l'information qu'ils ont à gérer dans l'atelier.
Voilà. Et ensuite, l'information, évidemment, passe d'un logiciel à l'autre. Enfin, Exactement. Il y a normalement pas de souci là-dessus. C'est Enfin, ça. j'espère. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Alors ensuite, on a fait le tour, hein, je pense. Un bon petit tour d'horizon. On va aller voir comment ça se passe chez vous, chez Biesse, et comment se passe donc cette transmission de données, puis ensuite ce que vous proposez, vous, pour aller à la suite, c'est-à-dire la fabrication. Donc, une fois qu'on a les données, ce qu'il faut, c'est amener le matériel sur la machine, donc le panneau à découper ou le panneau à usiner. Donc, par rapport à ça, on a donc tous les systèmes de magasins qu'on appelle le système WinStore, donc où on va avoir un panneau plein format d'une couleur X, Y, Z. Donc, dans le magasin, suivant la dimension du magasin, on va avoir 2, 4, 6, 10 piles, 20 piles, donc autant de piles et de couleurs différentes. Et donc, fonction de la couleur du meuble que l'on a à faire, le système avant tous va venir chercher le panneau et le poser ou sur un centre type nesting ou sur une scie à panneau. Et du coup, on va commencer le cycle de débit du panneau et l'opérateur va récupérer son panneau. Donc là, l'intérêt, c'est de travailler pour le coup en lot unique, puisqu'on va être capable de mettre un panneau vert, un panneau rouge, un panneau jaune, ce que l'on veut, et de faire le débit. Jusqu'alors, si je prends l'exemple d'une scie à panneau, souvent ce que les gens font, ils vont mettre, soit s'il a assis à une table élévatrice, vont mettre une palette sur la table élévatrice et on va venir dépoter 1, 2, 3, 4 panneaux, mais après, il va falloir enlever la palette, en remettre une autre, donc avec tout un tas de mouvements incessants et de perte de temps. Donc, on remplace ça par, on va dire, des magasins automatiques, donc qui après peuvent aller jusqu'à de la robotisation, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un opérateur qui récupère la pièce, ça peut être un robot. Donc là, ça permet de supprimer tout ce qui est les tâches risque de TMS, de port de charge, et donc du coup de gérer ça avec un robot. Donc du coup, l'opérateur, lui, il ne devient plus opérateur, mais il devient opérateur régleur, parce qu'il va être là pour superviser l'îlot et vérifier qu'il a les bonnes données pour faire le bon travail. Donc là, il va être plus là en tant que superviseur, et au même titre que sur un centre d'usinage où là, on peut aussi avoir des chargements automatiques qui vont nous permettre, alors déjà, de réceptionner le bon programme, comme l'a dit à l'instant Régis, et après de venir charger la machine. Donc, sur toutes les machines, on peut avoir de l'automatisation plus ou moins complexe. Donc, c'est sur ça que Biesse travaille déjà depuis des années, c'est-à-dire parce que l'automatisation, on pense toujours aux grosses machines françaises de l'ameublement, mais qui sont capables de se payer ça. Mais non, la réalité, elle en est tout autre. Elle est vraiment aujourd'hui sur la TPE et la PME, où on peut commencer à automatiser et organiser des flux de production beaucoup plus fluides. C'est-à-dire que comme avec excusez-moi, comme avec les logiciels tout à l'heure, on a moyen de procéder par étapes. Oui, tout à fait. Exactement. Et en plus, si vous voulez, dans la partie 4.0, il y a tout ce qui est Internet des objets, ce qu'on appelle l'IoT, qui permet de scanner la machine. Donc, nous, Biesse, depuis 4 ans, on a dans nos machines un système qui s'appelle Sophia, qui permet de renvoyer des données à jet continu, alors soit des données physiques de fonctionnement de la machine, à savoir si tous les organes fonctionnent bien, mais qui sont aussi capables d'envoyer sur le smartphone du chef d'entreprise l'efficience de la machine, si elle a bien fonctionné, bien travaillé, si elle a eu des arrêts ou des pannes, voilà. Donc on a tout un reporting comme ça, et aussi après de gérer tout ce qui est de la maintenance prédictive, c'est-à-dire qu'on va dire au chef d'entreprise, attention, là, votre machine, elle a tant d'heures de fonctionnement, il va falloir penser à changer telle pièce. Donc, toutes ces choses-là rentrent justement dans cet atelier 4.0 parce que
dans les petites structures, comme on le dit depuis tout à l'heure, les gens, ils n'ont pas forcément un électromécanicien qui va être là pour suivre l'état de la machine. Donc, il faut que nous, on soit fabricants de machines, capables de leur donner des outils qui vont être capables de scanner la machine et de dire attention, là, il y a un fonctionnement anormal. Alors, soit c'est parce qu'on va avoir un outil coupant qui va être désaffûté et on va avoir la broche qui va monter un peu en ampérage et pour le coup dire attention, j'arrive au seuil d'alerte. Mais bon, si c'est un outil coupant défectueux, bon, c'est pas gênant, on change l'outil et ça repart. Voilà, mais qui va permettre de scanner et du coup d'être en avant par rapport à une gestion de panne et du coup qui va permettre aux chefs d'entreprise d'être beaucoup plus tranquille sur l'état de son parc machine, parce qu'évidemment une machine malheureusement quand elle a une panne ou un défaut, c'est quand on en a besoin, puisque forcément oui, bien sûr, c'est le jour donc effectivement tout ce que l'on peut traiter en amont, donc c'est ce que l'on fait nous avec le logiciel Sophia. Autant le faire en amont. Je vais dire pas une bêtise, mais c'est un peu comme ma voiture qui me prévient qu'il va falloir faire la révision, c'est ça? Exactement. Hein, on est dans cet ordre d'idée-là. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, un contacteur télémécanique, il doit battre, je vais dire une bêtise, 10 millions de fois, et peut-être qu'à 900 000 fois, on va dire... non pas à 9 900 000, on va dire attention, va falloir penser à le changer. Donc là, le système va carrément donner la référence à commander chez BS pour, au bout des 10 millions de fois, qu'il soit là au pied de la machine, prêt à être changé, ou on le change en amont. Et voilà. Enfin, donc, toute cette intelligence de machine aussi aide justement cet atelier 4.0 à évoluer. Merci. Et on va du côté de Bloom pour voir justement maintenant comment se passe l'intégration des composants une fois qu'on a le logiciel, qu'on a la machine. Comment ça se passe chez vous? Alors comment ça se passe? Les évolutions de la quincaillerie ont été assez importantes et il faut être beaucoup plus fin dans les réglages, beaucoup plus fin dans la mise en œuvre. Et donc on a développé une application qui s'appelle Easy Assembly et qui permet au poseur, à celui qui va être sur le chantier, d'avoir toutes les informations nécessaires pour positionner la quincaillerie au bon endroit, si elle n'a pas été faite à l'atelier. Ça peut être le cas parce qu'on veut transporter tout à plat. Mais c'est surtout dans la notion de réglage, de manière à ce que le client final, que ce soit dans un établissement qui reçoit du public ou chez un particulier, que le consommateur final puisse avoir le plein effet de la quincaillerie. Donc on a développé toute une base de données où on peut l'avoir offline, qui va permettre à l'installateur de pouvoir générer sa quincaillerie, de regarder tous les films, tous les tutos ou les films qui vont l'aider à installer et à régler correctement cette quincaillerie. Donc c'est aujourd'hui, au vu de tout ce qu'il y a à gérer comme paramètres, le poseur, il ne peut pas tout savoir, il ne peut pas tout enregistrer. Et donc on a créé cette aide pour être sûr que son travail soit correctement fait sur le chantier. Comment ça se passe? Là, je vois défiler des images à l'écran. C'est des schémas, c'est des schémas techniques. Oui, c'est surtout des schémas techniques parce qu'on va faire des films très courts parce qu'on ne va pas rester 5 minutes devant son smartphone, surtout s'il y a le consommateur qui est juste à côté et qui dit mais lui il regarde un film pendant que je le paye à regarder un film. Donc on est surtout sur des schémas techniques très simples. Qui visuellement vont lui permettre de montrer à l'endroit, par exemple, si on parle d'Aventos, qui est le système pour porte relevable, on va lui montrer la petite lumière où il faut qu'il mette sa visseuse pour régler de manière à augmenter la force ou baisser la force du réservoir pour que la porte puisse se fermer confortablement ou s'ouvrir confortablement. Donc oui, c'est surtout du schéma technique. Il y a des films, mais on va éviter de les regarder sur le chantier, quoi. Voilà. Du schéma technique. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous mettez en place dans cet atelier 4.0? Alors dans l'atelier 4.0, c'est ce que je disais en introduction, nous on travaille beaucoup en fait avec 2020 sur l'intégration de nos quincailleries, de manière à ce que le professionnel, l'artisan, puisse directement générer ses besoins de quincaillerie, comme l'a dit Régis, et commander à notre distributeur. En fait, aujourd'hui, on a fait un lien entre ces logiciels et les shops de nos distributeurs pour que directement, quand j'ai sélectionné la bonne charnière, la bonne coulisse ou la bonne solution pour porte relevable, ça me donne directement les bonnes références et ces références, je les envoie dans le panier chez mon distributeur et ça génère automatiquement une contre-marque. Donc j'élimine tous les risques d'erreur. Je suis certain, quand je vais sur le shop de mon distributeur, de voir ce qu'il a en stock et ainsi de suite, à mon prix, enfin et ainsi de suite. Donc je peux travailler ça
le soir après 19h, le week-end quand j'ai le temps, puisqu'on est face à des petites structures, donc très souvent, ils vont faire ça le samedi matin. Si on parle d'un artisan avec 3-4 personnes, l'artisan, le patron, il va travailler le samedi matin ou le dimanche matin. J'ai encore eu l'exemple dans la semaine. Lui, il fait tous ses devis le dimanche matin parce qu'il est tranquille, enfin, et ainsi de suite. Donc, c'est tous des outils qui sont à disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui ne nécessitent pas de licence à payer. Enfin, c'est un service gratuit. C'est un service gratuit de nos clients artisans. Alors, on vient de faire un très bon tour d'horizon, je trouve. Pour finir, vu de l'agenceur, cette fois-ci, je vais vous demander de me mettre un peu à sa place. C'est quoi les avancées de l'atelier 4.0 ? 2020. Vu de l'agenceur, les avancées ? Oui, qu'est-ce que ça lui apporte ? Qu'est-ce que ça lui apporte ? Alors, on en a déjà parlé, mais redisons-le, c'est quoi ? C'est de la productivité, c'est du temps. Ça leur apporte surtout une mise en production plus rapide, avec moins d'erreurs, et customisé, on va dire, aussi, parce qu'on peut faire là, vraiment du sur-mesure, donc à moindre coût. Donc c'est là où c'est important en fait pour eux, parce que chaque chantier est différent, et l'objectif pour eux, c'est justement peut-être ce qu'ils faisaient avant, c'était de refaire, lorsqu'ils faisaient une cuisine ou un dressing, de refaire tout le temps la même chose parce qu'ils étaient plus à l'aise de le faire parce qu'ils l'avaient déjà fait. Mais là, c'est de pouvoir sortir des sentiers battus en utilisant d'autres quincailleries ou d'autres projets, en faisant d'autres projets, et en amenant justement une plus-value à chaque client en ayant un projet unique. Et ça, c'est ce qui fait que le client final sera content, il n'aura pas la même chose que son voisin, et que voilà, il sortira du lot. Mais tout ça, bon, après, évidemment, les clients ont besoin les agenceurs ont besoin évidemment d'être accompagnés dans le temps pour pouvoir faire tout ça. Et c'est vrai que quand on le voit sur les ateliers 4.0, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. On les accompagne, on essaie de leur donner les bonnes solutions. Mais c'est voilà. Mais ils sont déjà. Ce qui est important, c'est qu'ils sont déjà dans cette vision-là, et je pense qu'à peu près tous, ils sont convaincus que cette solution est la bonne. C'est pas vécu comme une contrainte. Non, je pense pas. Non, c'est pas une contrainte, et c'est, quelle que soit la taille de ma structure, c'est aujourd'hui avec les nouvelles générations qui prennent la tête dans les entreprises, ça fait partie de l'objectif du chef d'entreprise d'amener cette technologie et d'accompagner les équipes aussi à progresser, quoi, en fait. On n'est pas en dichotomie entre machine et humain, quoi. En fait, c'est tous ensemble faire progresser l'entreprise de manière, à, comme l'a dit Régis, à répondre parfaitement aux sur-mesures, parfaitement aux besoins du client, et amener une grande différenciation. Justement, en introduction, on parlait de c'est quoi la différence entre usine 4.0 et atelier 4.0. Moi, en tant qu'agenceur, je vais pouvoir répondre à 100% aux besoins de mon client exprimés. Que ce soit dans la couleur, que ce soit dans la petite plaquette que je mette en haut à gauche, il la voulait bleue, moi, agenceur, je peux le faire, alors qu'un industriel ou une usine ne pourra pas le faire, quoi. Sur cet aspect, quel est le service apporté à l'agenceur ? Pourquoi quelles sont les réelles avancées pour lui ? Les réelles avancées, c'est l'efficacité de production, gain de productivité aussi. Les gains de productivité, on n'en parle pas que dans les grandes entreprises, mais il faut aussi en parler dans les petites structures. Minimiser le risque d'erreur, ça on en a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi très important parce que le trou de la charnière, il est à un endroit, il faut que l'embase de la charnière sur le côté soit exactement au même endroit, sinon ça ne va pas se monter. Donc tout ça nécessite non seulement une rigueur, mais du fait d'avoir toute cette partie transversale informatique et liaison entre toutes les machines va permettre au bout de la chaîne, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir un produit fini à l'exacte définition de ce que l'on avait imaginé, quoi. C'est vraiment de passer de l'objet virtuel, on va dire, ça, à l'objet fini, tel qu'on l'avait imaginé, avec des systèmes. C'est vraiment ça l'industrie ou l'atelier 4.0, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Exactement. Et c'est ce qui me permet donc de gagner du temps et de monter en qualité, en fait. Je trouve qu'on a fait un bon tour d'horizon. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cet atelier 4.0 ? Non, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas un vilain mot, quoi. En fait, c'est une vraie réalité marché. On est, nous, en tant qu'équipementier, un peu en amont, puisque on génère le besoin, on accompagne ces entreprises d'agencement par la formation, par les études, parce que
nous aussi, en tant qu'équipementier, on n'arrive pas avec un gros paquet sur la table en disant « Tenez, monsieur l'artisan, prenez, ça coûte 100 000 et c'est tout pour vous ». Non, on va étudier, tous autour de la table, on étudie vraiment des solutions sur mesure d'accompagnement pour que l'artisan se sente à l'aise à la fois en fonction de ses moyens et aussi en fonction de ses possibilités ou de ses capacités d'intégration, quoi. Écoutez, merci messieurs. Moi, oui, vous aviez un petit truc à ajouter. Oui, je suis peut-être bavard. Mais... Non, c'est pas grave. Non, si, ce que je voulais juste rajouter, c'est donc effectivement la mouvance dans les ateliers est comme ça, mais elle est aussi visible de la part des chefs d'État, puisque là, depuis début mai, le gouvernement a encore ouvert une enveloppe pour justement les gens qui veulent investir, s'industrialiser, aller vers l'industrie 4.0. Donc il y avait eu fin de l'année les minimis, donc avec une quote-part de l'achat qui était payée par l'Europe, je crois, et choses comme ça. Et du coup, il y a encore une enveloppe là, qui a été ouverte là, depuis début mai par le gouvernement pour aider justement les entreprises à franchir ce cap et aller dans cette dynamique-là. Voilà, donc on peut aussi se faire aider, se faire accompagner, et y compris financièrement par l'État, sous certaines conditions. Après, on invite tout le monde à aller voir, à se renseigner dans les canaux habituels, on va dire, pour ce type de choses. Vous voulez ajouter quelque chose? Juste une dernière chose par rapport aux quelques agenceurs qui sont un peu réfractaires encore à cette vision des choses sur les ateliers 4.0, où pour eux, ils font que du mouton à 5 pattes, le fameux mouton à 5 pattes qu'on peut voir tout le temps dans nos métiers. Il faut qu'ils arrivent aussi à comprendre qu'on arrive à traiter aussi ce genre de demande, et c'est parce qu'ils auront ces outils-là demain qu'ils arriveront à mieux les traiter. Et on n'est pas, et je pense qu'avec ces outils-là, on n'est pas là pour casser le métier qui a pu passer d'ébéniste à agenceur pour certains, où forcément la notoriété n'est plus la même forcément dans la mise en production de ce qu'on peut avoir par rapport à la matière entre du bois massif et du mélaminé. Mais je pense qu'il faut comprendre aussi que la demande du marché a changé, mais c'est justement avec ces outils-là qu'on arrive à s'y adapter, et en amenant justement des nouveaux produits qui permettent de répondre aux besoins. Merci, ce sera le mot de la fin. Pas tout à fait, parce que je vous invite à rester pour un chat qui va durer une quinzaine de minutes. Et puis, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site Batijournal TV, sur le site du Forum digital de l'agencement 2021. Et également, je vous invite à nous retrouver demain pour une autre émission qui aura pour thématique la qualité environnementale. Merci, messieurs. Merci. Et à bientôt.